Jules, avant de commencer, tu sais quoi, on se lance un défi. Au cours de cette critique, on n'emploie pas ça du tout de la vidéo. Ok, ça marche. Jules. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Jules, comment vas-tu? Bah super, et vous? Ah, tu peux me tutoyer. Tu peux me tutoyer. C'est très bien, Jules me vous voit. Oui, c'est ça. Non, mais je suis un peu vieux. Oui, voilà, c'est Alors, la jeunesse face à la jeunesse. Jules et moi sommes allés voir Ça 2. Oui. Hit. Exactement. Voilà, la suite du premier remake américain de la franchise qui date d'il y a un petit moment maintenant, adapté du roman de Stephen King. Avant de commencer, j'ai envie de te demander, t'avais pensé quoi du premier? Moi, le premier film, je trouvais que c'était, comment dire, pas très intéressant. Moi, j'avais été très déçu par le premier film, justement. D'accord. Parce que je trouvais que c'était une overdose de stimuli audiovisuels et que, justement, le réalisateur ne savait pas mettre en scène le personnage de Gripsou, Pennywise. Et en général, j'avais été déçu aussi de l'aspect teenage movie slasher qui était pour moi un peu trop lourd. Aujourd'hui, on a l'habitude de le voir. Ok. Bon, pour mon point de vue, vous le connaissez puisqu'il est disponible sur la chaîne. Moi, j'avais trouvé ça pas mal. Je vais résumer ça comme ça. J'avais mis un 14 sur 20 au film. J'étais un petit peu déçu sur le côté horrifique, justement, même si le film propose d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse puisque la suite a débarqué. Et je pense que c'est une suite qui était très attendue pour le coup, pour ceux qui ont aimé le premier. Surtout que c'est un film qui a cartonné, quoi, le premier ça. Et donc, je pense que c'était un film qui était assez attendu. J'ai envie de te demander tout de suite, comme ça, à chaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là? Pour toi, est-ce que c'est supérieur au premier ou pas? Oui, largement supérieur au premier, en fait. Certes, il a quelques défauts, on va dire, scénaristiques, qui sont plus évidents que dans le premier film, que je trouvais, pour le coup, bien écrit. Je sais pas ce que t'en pensais, mais moi, c'était ce rapport-là que j'avais au film, je le trouvais bien écrit. Mais par contre, la réalisation et l'utilisation du son aussi est beaucoup plus subtile. Okay. Ça ne marche toujours pas au niveau de la peur, à mon sens, mais il y a une mise en ambiance qui est plus intéressante. Il arrive à prendre son temps mieux que dans le premier film. Là, on va forcément se mettre d'accord, et c'est là où moi j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai quelques réserves, on va en parler, mais j'ai beaucoup aimé ce film parce que justement, il a eu ce que je reprochais au premier. Et notamment, et tu l'as évoqué, la mise en ambiance. Et je trouve que dans le premier, ça, justement, on prenait pas assez de temps à mettre en scène, en fait, le clown, et à mettre en scène des scènes d'angoisse. Et parce que malgré tout, ça peut faire flipper ce truc-là. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est censé être efficace. Et là, j'ai trouvé dans ce film-là vraiment qu'il avait pris le temps. Il avait pris le temps de mettre en scène et qu'il avait, j'ai l'impression, compris un petit peu les erreurs qu'il avait pu faire dans le premier en travaillant cette espèce d'atmosphère, parce qu'il y a plusieurs scènes, contrairement au premier, qui sont marquantes et qui me restent en tête là aujourd'hui, tu vois. Ouais, et justement ces scènes-là, j'avais trouvé dans le premier film une ou deux scènes marquantes. C'est la séquence du vidéoprojecteur, on va dire, qui était vraiment sympa. En plus, c'était la seule fois du film où on avait le côté origine foraine du cinéma que j'avais retrouvé avec la persistance rétinienne, le fait que un nombre d'images qui s'accélèrent forme un plan de cinéma, du mouvement, et aussi la séquence d'ouverture qui était assez marquante, on va dire, c'était de s'attaquer aux enfants ça de manière assez brutale. C'est vrai que ça ressort des productions, on va dire, plus mainstream. Alors justement, dans le premier film, on avait une équipe d'enfants, on avait ce côté Stranger Things ou alors Goonies, etc. Tout ça. Voilà, ça se refait un peu sur cette vague-là. Là, on passe du côté adulte. Est-ce que tu as senti une différence grâce au casting ou pas? Oui, totalement. Je trouve que le casting il est beaucoup plus fort. Il y a des acteurs qui arrivent à être à un niveau assez exceptionnel. Enfin, Bill Haden par exemple, c'est le meilleur acteur du film, quoi. C'est ce mec-là. Tu l'attends pas, il arrive. Mais rien que pour ça, il faut aller le voir. Non, je vous recommande, c'est pour ça. Parce que ce mec, excellent. Honnêtement, moi je m'attendais pas à avoir un aussi bon casting pour ce film, vraiment. Et je trouvais ça bien. Je trouvais ça vraiment que les acteurs étaient très convaincants. Et j'étais très surpris par les ruptures de ton. Parce que on passe vraiment du thriller au drame, à l'angoisse et au rire, et à la comédie, à la parodie parfois. Il y a beaucoup de moments où, si tu veux, ce film-là m'a rappelé le cinéma un peu de Sam Raimi. Totalement. Il y a des références d'ailleurs. Il y a des références en plus, et dans l'aspect dérision, à des moments où tu t'y attends pas. Et parfois, l'angoisse et l'horreur est presque risible. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est que là on a le regard adulte. Tu vois, t'as les acteurs qui ont, c'est 27 ans plus tard que ça se passe. On a les enfants qui ont évolué, et du coup, on se retrouve avec des adultes qui ne peuvent pas avoir les mêmes craintes que quand ils avaient, je sais plus quel âge ils avaient dans le premier, entre 6 et 10 ans, peu importe, c'est pas important. Mais voilà, il n'y a pas le même regard. Et il y a parfois, du coup, des scènes où en fait, les acteurs sont confrontés à des monstres, et ils vont avoir des réactions
on va tomber dans la comédie, ils vont presque rire de ce qu'ils sont en train de voir. Et ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait, justement parce qu'il y a le côté dérisoire qui fait que, voilà, c'est quand on est confronté à la peur, il y a plusieurs réactions, soit on crie, soit on a peur, soit on dit rien du tout, soit on rigole, on dit une connerie, tu vois. Et ce côté adulte-là m'a plu. Carrément, de toute façon, moi je trouvais que le premier film avait côté un peu puceau, mais pas parce que c'était des enfants, mais parce que la manière de le réaliser aussi, c'était un mec, il a dit, ouais, je vais faire un film pour les jeunes ados, quoi. Et c'était assez insupportable quand t'es un peu vieilli de voir ce type de film-là. Et là, celui-là, vraiment, il y a des adultes et il se dit, je vais faire un film adulte. Dans le premier, moi, si tu veux, j'ai jamais. Il donne beaucoup de répliques drôles, enfin, qui sont censées être drôles aux enfants. Pour moi, ça marchait pas du tout. Enfin, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était qu'on prenait un discours d'adultes, écrit par des adultes, qu'on voulait faire prononcer par des enfants. Je me disais, des gosses ne diraient pas ça comme ça, tu vois. Et enfin, je sais pas, il y avait un côté décalage qui, je trouve, sonnait un petit peu faux. Alors que là, j'ai beaucoup ri à plusieurs reprises dans le film. Et j'aimerais bien voir d'ailleurs ce réalisateur totalement faire une comédie mais entière, quoi. Enfin, et même avec le côté horreur comme ça. Peut-être dans un film dans une histoire qui serait peut-être plus légère aussi que celle de ça. Enfin, je pense que ça pourrait vraiment marcher et que ça pourrait apporter quelque chose parce que ce mec, en termes de rythme, il a quand même un sens mais vraiment super de la comédie, quoi. Les ping-pong de dialogue marchent super bien dans le film et c'est très dur à faire. C'est ça. Le côté ping-pong dont tu parles, je l'ai ressenti justement dans les ruptures de ton. C'est-à-dire que le film dure 2h50 et honnêtement, je l'ai pas vu passer. C'était un petit peu ma crainte parce que je me disais putain, mais un film d'horreur comme ça qui va durer aussi longtemps, est-ce que vraiment ça peut marcher? Et j'ai trouvé que le temps passait à une vitesse. Enfin, j'ai pas senti le temps passer, quoi. Après, justement, on parlait du rire, tout ça, et il y avait cet aspect donc grand guignolesque. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le rapport qu'a le cinéma avec le théâtre, parce que les grands guignols c'était théâtre parisien, Montmartre, et justement, ce sont des séquences, des scénettes comme ça qui sont, il y a tellement de sang, d'hémoglobine que finalement, ça en devient risible. Et justement, je trouve qu'il y a ça chez le personnage de Pennywise et le film de Muschietti, tout simplement. Tu parlais de rupture de ton, et justement, il y a le côté où Pennywise, tu vas le voir danser, et tout d'un coup, tu vas le voir se mutiler, être extrêmement violent, et c'est assez trivial dans ses montrées, et ça revient bien, je trouve, tout le film est comme ça, mais il revient bien dans l'œuvre de Stephen King en général. Et à ce côté-là où finalement le plus maléfique, le plus terrible dans ces histoires, c'est pas le monstre, c'est pas le fantastique, mais non, c'est la vie du quotidien. Bien sûr. D'où la séquence d'introduction, par exemple. Bien sûr, mais ça c'était déjà énormément traité dans le premier. Pour le coup, c'était un point fort, je trouve, du premier long métrage, c'est qu'il explorait des thèmes assez durs et il retraçait bien quand même l'état d'esprit de Stephen King, en tout cas de ses œuvres. Et dans celui-là, Carrie, Shining, tout ça. Même dans ces œuvres-là, moi je trouve que Carrie, ça y est totalement, quoi. Le passage à l'âge adulte, c'est Carrie, quoi. Surtout avec le personnage de la fille là, de Beverly. T'as le côté avec Shining sur la construction d'un immeuble, d'un édifice, d'une ville, sur quelque chose d'ancien. Là c'était le cimetière indien dans Shining, mais là c'est donc les Indiens, les Amérindiens, tout ça. Il y a toujours quelque chose, à ce niveau-là. Qu'as-tu pensé du fait qu'il y ait des sauts dans le temps? C'est-à-dire que là, dans ce film-là, pour vous expliquer, en gros, si vous ne l'avez pas encore vu, on suit pas que la vie des adultes. On les revoit aussi quand ils étaient plus jeunes, 27 ans plus tôt, des choses qui se sont passées soi-disant au cours du premier récit. C'est-à-dire que ce seraient des scènes qu'on n'aurait pas vues, en fait. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Oui, et du coup, il y a souvent, ça jongle entre passé, présent, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, du coup? Mais à la fois, je suis mitigé sur ça. Parce que pour le coup, c'est vrai qu'un film peut être un seul chapitre, et non deux, ça aurait peut-être mieux marché pour comme ça, parce que dans le livre, moi je l'ai pas lu, mais je sais que le livre mêle présent et passé. Et c'est vrai que là, les retours sont parfois, c'est un peu balbutiant. Mais il y a quand même quelques séquences qui sont intéressantes, et c'est avec le propos du film sur les souvenirs aussi, et c'est là où ça marche. Mais en fait, les personnages ont tellement été traumatisés que justement, ils ont oublié leur passé. Et ça marche bien avec ces séquences où en fait on voit des choses qu'on n'a pas vues dans le premier film. Ça c'est super intéressant. Mais moi pour revenir justement au fait que ça revienne dans le passé, ça m'a un tout petit peu lassé du fait que justement ça faisait un peu redite avec le premier film en fait. Je trouve que celui-là, il se suffit à lui-même en fait, ce métrage, tu vois. Mais moi je l'ai regardé avec quelqu'un qui avait pas vu le premier film et il a tout compris. Oui, bien sûr. Enfin, il y a des subtilités qu'il peut pas comprendre, mais en général tu suis bien le film, quoi. Bien sûr. Pour l'aspect flashback aussi, j'ai trouvé que justement la manière dont Muschietti mettait en scène, c'est la recherche des artefacts, donc entre passé et présent. Mais je trouvais que ça faisait partie des séquences les plus réussies. Moi j'ai entendu
j'ai entendu pas mal de critiques à ce sujet-là, justement, que ces séquences-là étaient justement une redite, un peu, ça faisait comme le premier où les personnages étaient séparés. Tu penses à quelle séquence par exemple? Mais les séquences où Beverly elle va dans son ancienne maison et qu'elle rencontre la vieille. C'est mon passage préféré du film. Ouais, mais ça on en reparle. On va en parler après. Mais ouais, je trouvais que ces séquences-là où ils revenaient chacun dans des endroits qui les avaient marqués et qui étaient marquants dans le premier film, ça marchait très bien parce que justement, mais la mise en scène de Muschietti, en fait, utilisait d'une certaine manière les mouvements des conduits d'égouts de la ville. Et justement, c'était toujours quelque chose de circulaire, de labyrinthique. Un peu. Et ben, c'est propre, encore une fois, de l'œuvre de Stephen King, hein, rien qu'à regarder Shining, mais aussi la séquence avec les miroirs. Là, ben, c'est encore une fois une question de labyrinthe. Ouais, complètement. Ça fait partie justement des scènes marquantes, je trouve, du long métrage. Cette scène avec les miroirs. Ouais. Il y a, tu vois, 4 ou 5 scènes qui me restent vraiment, qui sont marquantes. C'était pas le cas pour moi dans le premier long métrage. Ah ouais, je me souviens pas de grand chose en fait dans le premier, quoi. C'est dommage. À part la séquence du projecteur, mais qui apparemment était déjà là dans Sinister, tu m'avais dit un peu. J'ai pas vu Sinister, mais en tout cas, moi j'avais adoré cette séquence dans le premier. Mais là, c'est vrai qu'il y en a plus des marquantes dans celui-là. Ouais. J'ai envie de te demander, qu'as-tu pensé de la réalisation au global, dans l'ensemble? Mais c'est là le point fort et le point faible à mon sens. C'est que on voit d'une certaine manière que le mec n'est qu'à son 3e film et qu'il y a beaucoup de défauts. L'utilisation du son, c'est catastrophique. Elle représente d'une certaine manière un problème du cinéma contemporain d'horreur. Et c'est la surenchère. Et pas que le cinéma d'horreur, notamment le cinéma de super-héros. C'est des films en fait qui, pour faire peur, vont en mettre plein les oreilles. Quand on va entendre, ça va être et c'est dans le trop en fait. Et on ne savoure plus le silence en fait. Et souvent dans l'horreur, ce qui marche, c'est le silence, le hors-champ, le silence, tout ça. Des choses, c'est la suggération. Enfin, c'est la manière de suggérer, je veux dire. Enfin, c'est ça qui est fort dans l'horreur. Et là, c'est vrai que ça manque un peu. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'ils cherchent du tout. Dans le sens où, si tu veux, l'univers de Stephen King, et en tout cas ce qu'il veut retranscrire dans ce long métrage, c'est vraiment quelque chose de très, justement, j'allais dire loufoque, mais très criard. Le monstre peut se montrer sous plusieurs formes. Il est tout le temps en train de muter, il est tout le temps en train de faire du bruit. Et j'ai l'impression que vraiment, pour le coup, c'était sa volonté, tu vois, d'être visible et bruyant pour cacher justement un petit peu tous les thèmes principaux qui sont autour, en fait, tu vois. Attirer l'attention sur lui, alors qu'en fait, ce qui est intéressant est en sous-couche. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des fois où parfois le silence vraiment ferait gagner en angoisse. Mais pour ce qui est peut-être de l'une des meilleures séquences du film, on l'avait déjà un peu évoqué, c'était la séquence avec la vieille là quand Beverly revient chez elle. Il y a un moment donné où elle revient chez elle et il y a une vieille qui ouvre la porte. C'est génial. Et on parlait de dérision, tu vois. Mais dès qu'elle ouvre la porte, on sait tout de suite. Mais là, ça reste. La vieille commence à fermer la porte et tu la vois comme ça. C'est génial. C'est franchement. Quand on dit, je l'ai regardé avec Jésus, ce film. Vous connaissez peut-être Jésus. Et quand elle a commencé à fermer la porte, à faire son sourire, on s'est regardé, on était joyeux. Tu vois, on s'est dit, ça va être trop bien. Et ça t'a manqué. Enfin, je sais pas ce que t'as pensé de cette scène-là. Mais c'est toute la mise en ambiance. Le début est excellent. Là, on la voit sillonner comme ça la maison. Et là, on se dit, il se passe quelque chose. Déjà, elle retrouve la Et puis carte. En plus, il y a contrairement à d'habitude, des idées. Parce que d'habitude, c'est du réchauffé. On te demande vraiment ce que tu as déjà vu 1000 fois dans les films d'horreur. Là, je trouve qu'il y a 2-3 idées quand tu la vois repartir un peu en se tordant dans tous les sens, en accéléré. Après, elle repasse à poil dans l'autre sens. Je suis désolé pour les spoils, mais on s'en fout un petit peu parce que c'est une micro-scène. Mais ça fonctionne. Tu n'as pas l'impression de l'avoir vu 10 fois, quoi. Non, ça c'est clair. Mais déjà, comment il joue avec la profondeur de champ, l'arrière-plan, c'est vraiment excellent, quoi. Et après, c'est là où je trouve que la séquence a ses limites et le film a ses limites aussi en termes de réalisation. C'est que il y a le côté CGI, effet numérique explosif, qui à la fois marche, comme tu le disais, par rapport à l'aspect criard du film qui va partout, mais qui manque clairement de subtilité, quoi. C'est comme un prout dans une blague un peu. Pour moi ça va. Enfin, il y a un côté explosif, quoi. C'est la bête qui saute à la caméra, quoi. Et c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Il y a des moments, je comprends même pas qu'il ait utilisé des CGI. Je pense par exemple, il y a Xavier Dolan dans le film, tu sais. En fait, il revient en mode zombie. Et c'est en image de synthèse. Mais pourquoi? Surtout qu'ils ont réussi à faire des monstres super bien faits avec du bon maquillage. Je comprends pas pourquoi ils ont utilisé les images de synthèse. Peut-être par question de budget ou de temps, je sais pas. Mais c'est une simplicité aussi. Et c'est le Muschietti, en tout cas dans tous ses films, il utilise énormément les effets numériques. Et moi je trouve que c'est dommageable pour sa mise en scène. Mais il a fait au moins l'effort de mettre des vrais effets de maquillage. Oui.
il a fait cet effort-là parce qu'il n'était pas obligé, tu vois. Et quand j'ai ressenti l'effet Sam Raimi dans certaines scènes, c'est aussi dû au maquillage justement, parce que tu as les monstres, c'est des créatures, des Evil Dead quoi. Je m'attendais à voir le mec arriver avec sa tronçonneuse et défoncer tout le monde, vraiment par certains moments quoi. Donc j'ai trouvé que oui, je te rejoins là-dessus, mais il aurait pu ne pas les mettre non plus. Donc c'est bien qu'il ait usé aussi de certains effets. Ça le bloque un peu dans la réalisation quoi, et ça bloque les acteurs aussi. Parce que Bill Skarsgård, ou je sais plus comment on le dit, j'ai un peu du mal à le dire, mais c'est vrai que l'acteur en fait n'a pas une totale liberté de mouvement. Et alors que tu sens que le mec, mais il est dans son rôle, mais à 1 milliard de %. C'est impressionnant. Que ce soit dans le premier ou le deuxième, il y a rien à dire. C'est une véritable proposition que l'acteur nous fait, et le réalisateur avec rien que ce qu'il fait par rapport à son regard et la direction artistique de son costume, on va dire. Enfin, ces mouvements comme ça, qu'on reprend la vieille aussi, c'est génial, c'est génial. Ce que j'ai vraiment apprécié, et je tiens du coup à mettre le doigt un petit peu dessus, c'est l'aspect drame du film. Parce que c'est ce qui me manquait aussi dans le premier. Là, je trouve que ça fonctionne encore plus que dans le premier. Et c'est pas donné pour les films d'horreur de réussir à toucher la corde sensible du spectateur, je trouve. Et là, c'est assez surprenant parce qu'ils ont réussi à 2-3 reprises à me cueillir. Tu vois, je sais pas si c'est ton cas ou pas. Ouais, bien sûr, mais rien que dès la séquence d'introduction, de toute façon. Ouais, dès la séquence d'introduction, c'était très noir. C'était extrêmement noir, et justement, ce que je disais par rapport au son, dans la première séquence, ça me fait complètement mentir. Parce que c'est une séquence, pour moi, qui est vraiment très réussite. Elle est, très réussie. Oui, très réussie. Ouais, cette séquence, mais justement, elle associe bien c'est une vraie raison de découpage, de photos, de son. Il y a tout qui est dans cette séquence. À la fois sombre, et simple, mais jamais simpliste. Oui. Mais c'est vrai que clairement le film, il frappe fort d'entrée en fait. Il frappe fort d'entrée, et c'est pour ça que en fait quand vous le verrez, vous comprendrez direct que je pense qu'on peut se dire qu'on est face à un bon film quand on voit la scène d'introduction. Après, je pense que tu émets certaines réserves, toi, Jules, par rapport à ce que tu as vu par la suite. Mais j'ai beaucoup. Enfin, moi, j'aime le film. C'est pas parce que je vais dire plein de défauts que le film me déplaît, en fait. C'est pas parce qu'il y a 3 défauts dans le film. Enfin, il y en a plus, mais qu'il y a des défauts qu'on doit détester un film absolument. Enfin, hashtag Star Wars 8. Et cette scène d'intro, donc, on en a un peu parlé, c'est le rôle de Xavier Dolan, justement. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que pour ce que représente l'acteur, le réalisateur surtout, c'est assez fort parce que c'est vraiment l'image de l'homosexuel dans le cinéma, quoi. C'est celui qu'on prend, et de mettre une star comme ça, déjà ça nous implique en tant que spectateur, puisqu'on le connaît, ce mec. Et déjà tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Oui, c'est ça. Mais je l'ai vu, j'étais en mode là. Parce que moi j'avais pas regardé trop le casting et tout, et quand j'ai vu ça, j'ai fait, vous allez c'est sérieux? What? Et en fait, ça a tout son sens, quoi. Puis ça, on a en empathie avec lui parce qu'on connaît, en fait. Complètement. Du coup, le message passe d'autant plus. Voilà. Et puis justement, il y a un propos, à mon sens, sur l'homosexualité dans le film, avec les deux personnages de Richie et Eddie, qui est justement, je trouve, c'est un des gros points forts du film, parce qu'elle est très subtile. Durant tout le film, en fait, on voit que les deux sont très potes et tout ça. Et même dès le premier film, c'est eux, ils se font des blagues entre eux, ils sont en train de se chamailler tout le temps, etc. Et il y a 2-3 séquences dans le film qui reviennent sur ça, sur la position de Richie par rapport aux hommes et par rapport à Eddie. Il y a la séquence du pont qu'on voit où il revient regraver son nom. Mais il y a aussi la séquence dans la salle d'arcade, la borne Street Fighter, où on le voit en fait draguer un mec, quoi. Et il se fait insulter de PD, tout ça. Et c'est une séquence pour moi que j'ai trouvé forte. Et encore une fois, c'était fort de mettre ça dans le film, et ça marchait vraiment bien avec l'œuvre de Stephen King. Il y a plein de bonnes choses quand j'y repense. Ouais, il y a beaucoup de choses. Quelque chose que je trouvais moins bien que dans le premier film, c'était la géographie de l'espace. Parce que justement, dans le premier film, c'était le chef opérateur de Old Boy, de Park Chan-wook. Et justement, la ville était vraiment un personnage. Et dans ce second film, en fait, on revient juste dans les lieux, et je trouve que la ville, en fait, elle a plus d'importance. C'est plus qu'un lieu, en fait, un simple lieu. Alors que dans le premier film, il y avait l'aspect, on connaissait un peu la ville et on revenait sur les différents points, différents endroits, en tout cas marquants. C'est vrai, mais en même temps, c'est ce qui apporte un peu de changement. J'ai envie de te dire, on aurait été peut-être un petit peu dans la redite. Par rapport au premier, je sais pas. En tout cas, voilà, on va vous laisser là-dessus sur ce ressenti. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ça 2, ou alors si on vous a donné envie d'aller le voir, ou pas d'ailleurs. Et au final, on recommande ce film aux gens ou pas? Ouais, carrément. Pour les acteurs, pour le réalisateur, pour ce que ça présage pour la suite, parce qu'on va suivre sa carrière, je pense. Ah ouais, je pense, clairement, clairement. Alors du coup, pour terminer, parce que les gens attendent une petite note là, combien tu mettrais toi au film, du coup, si tu veux le noter? Ça 2, tu mettrais combien? 12, moi je pense que c'est une bonne note. 12 sur 20? Le film est vraiment bien, je vous le recommande, mais il a quand même pas mal de défauts, voilà à mon sens. D'accord, donc tu tapes pas trop dans l'affect là, t'es très, t'essaies d'être objectif en donnant mais je me dis, si je mets 12 à ce film là, combien je mets à Midsommar ou à Sunset ou des films comme ça, tu vois? 22 peut-être. Ouais, 22, voilà, c'est ça. Okay. Il faudrait noter sur 100 après. Ah ok, bon alors moi j'aime pas du tout
tout comparer les genres. Ouais. Du coup, je vais donner une note à celui-là, mais vraiment pour ce qu'il est dans son genre et comparé à d'autres films du même genre, et je mettrai 15 sur 20. Voilà, celui-là, en fait, m'a suffisamment marqué, tu vois, pour que je le mette au-dessus de ce qui peut sortir actuellement. Et puis, je pense que c'est un film qui gagnera en aura un peu plus par le temps, tu vois. Carrément. Je pense que là, on est à chaud, il y a des choses qu'on n'a pas encore bien digérées, et personnellement, ça fait quelques jours que je l'ai vu là, et en y repensant, je me dis qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, pour moi, ce sera plus un 15 sur 20. Un bon film que je vous recommande. Merci beaucoup d'avoir maté cette vidéo, Jules. Mais tu commences comme ça, j'étais en train de faire la dernière Oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une première pour toi. Mais arrête, viens avec moi. Il veut sortir du cadre. Oui, je vais m'en aller. Non, mais c'est ta première, comme ça va, c'est bien passé, c'est cool. Ah oui, non, c'est une super vidéo. Bonne expérience. Ok. Bon, bah, on dit au revoir aux gens alors maintenant, du coup. Je rigole. À bientôt, ciao. Maintenant qu'on est en off, t'as pas été très bon. Enfin, t'as été nul à chier en fait. Ouais. Non, mais il faut bien que je te le dise. Jules, t'es une merde. Non, mais sinon j'arrive, je fais. Tu fais, mais il est où, Jules? Allez, ciao! Et là. Ça, c'est nul. Ok. Pourquoi le costard d'ailleurs? Parce que Marine le sait et pas moi. Non, parce que ça fait plusieurs années que je porte le costard. Je me rappelle, ça fait depuis la première. Est-ce que les gens savent que tu te promènes avec un costard mais avec des tongs? Non. Tiens. Hop là. C'est cadeau. Voilà. Tu me casses les couilles. C'est bien clair. On se lance un défi. Pendant la critique, on n'emploie pas le mot « ça » de toute la vidéo. Bah ouais. Vas-y, on y va, je suis chaud. Ça va marcher. On la refait une dernière fois? Oui. Parce que là, j'étais... T'as mis du temps, mais j'étais en mode, mais putain, pourquoi t'as choisi cette phrase? Ça va marcher. Ça marche. Personne dit ça va marcher. Ça va marcher, alors super. C'est parti.